Et si je vous disais qu'une seule loi canadienne, fraîchement adoptée, est en train de secouer l'économie américaine jusqu'à ses fondations, et que certaines régions sont déjà au bord du gouffre? Ce n'est pas un scénario fictif, ni une hypothèse tirée par les cheveux. Non, c'est bien réel, et les premières conséquences sont déjà visibles. Entre l'effondrement soudain des exportations agricoles et des pertes d'emplois en cascade dans les zones rurales, les répercussions s'enchaînent à grande vitesse. Mais voici ce qu'il faut vraiment comprendre. Tous les États ne sont pas touchés de la même manière. Seuls certains sont vraiment dans la ligne de mire. Alors, lesquels risquent de tomber en premier? Et pourquoi tant de responsables politiques s'agitent en coulisses pour limiter les dégâts? Restez avec nous, car ce qui se joue ici pourrait bien être le bouleversement commercial le plus important de 2025, et vous n'en avez probablement pas encore entendu parler. Numéro 10, la Californie. Et si l'empire laitier de la Californie était le premier à s'effondrer à cause des nouvelles barrières commerciales imposées par le Canada? On parle ici du plus grand producteur de lait du pays. Mais cette position dominante pourrait bien vaciller. Pendant des années, l'industrie laitière californienne a compté sur le marché canadien pour écouler ses surplus. Or aujourd'hui, cette porte est fermée à double tour. Résultat, les excédents s'accumulent, les prix dégringolent, et des tonnes de lait sont tout simplement jetées faute de débouchés. Que faire de millions de litres sans acheteurs? Et comment les petites exploitations familiales pourraient-elles encaisser un nouveau coup dur comme celui-là? À cela s'ajoute la pression sur les gigantesques usines de transformation, qui tournaient autrefois à plein régime grâce à la demande étrangère. Certaines pourraient bientôt ralentir, voire licencier. Mais ce qui inquiète le plus, c'est la suite. Si la Californie tombe, qui suivra? Car la chute du numéro 1 pourrait entraîner tout le secteur laitier américain dans son sillage. Serait-ce le premier domino d'un effondrement bien plus large? Numéro 9, le Wisconsin. Le Wisconsin, terre de lait et de fromage, peut-il survivre si son principal partenaire commercial ferme les vannes? L'État fait face à une tempête silencieuse. Les exportations laitières, qui représentaient autrefois des milliards, sont aujourd'hui à l'arrêt suite à cette nouvelle législation canadienne qui bloque l'accès aux produits américains. Les usines de transformation réduisent leur cadence, qu'il s'agisse de gros complexes ou de coopératives locales. Et les petites exploitations, parfois transmises depuis plusieurs générations, se retrouvent noyées sous un trop-plein de lait qu'elles n'arrivent plus à vendre. Mais ce ne sont pas seulement les fermes qui vacillent. Ce sont tout l'écosystème rural qui commence à montrer des signes de fissure. Écoles, fournisseurs, entreprises de transport, tous sont affectés. Et à mesure que les prix chutent plus vite que prévu, certains producteurs envisagent tout simplement d'arrêter. Alors, est-ce que l'hégémonie laitière du Wisconsin est en train de s'éroder? Ou bien l'État parviendra-t-il à se réinventer avant qu'il ne soit trop tard? Avec le marché canadien désormais hors d'atteinte, les choix à venir seront décisifs pour l'avenir de ce pilier agricole. Numéro 8, l'Idaho. Et si ce qui faisait la force de l'Idaho en 2025 devenait soudain sa plus grande faiblesse? L'État a connu une ascension fulgurante dans le secteur laitier, atteignant aujourd'hui la 4e place au niveau national. Mais cette croissance s'est en partie appuyée sur le marché canadien. Et maintenant que celui-ci est inaccessible à cause du nouveau projet de loi C-202, le rêve pourrait bien tourner au cauchemar. Le constat est clair, la production continue d'augmenter, mais la demande étrangère, elle, s'est évaporée. Les usines tournent à plein régime, mais peinent à écouler les stocks. Certaines coopératives envisagent même, en toute discrétion, de jeter du lait, simplement pour éviter que les cuves de stockage ne débordent. Et pendant ce temps, les prix du lait brut plongent, et les marges fondent comme neige au soleil. L'Idaho a investi des milliards dans ses infrastructures laitières. Mais sont-elles prêtes à encaisser un tel choc? Plusieurs usines qui vivaient des commandes canadiennes réduisent leurs activités. Moins de camions, moins de postes, et dans certains petits villages, des pans entiers de l'économie locale sont mis en pause. Mais au fond, ce n'est pas juste une question de lait. Toute une chaîne économique est en jeu. Fournisseurs de fourrage, transporteurs, mécaniciens, tous dépendent du bon fonctionnement du secteur. Et les petites fermes, celles qui viennent d'investir dans du matériel, du bétail ou de nouvelles installations. Elles se retrouvent avec des dettes basées sur des prévisions aujourd'hui obsolètes. Alors, est-ce qu'on assiste en direct à une lente désintégration du système? Ou bien l'Idaho parviendra-t-il à ouvrir de nouveaux marchés avant que la situation ne s'aggrave? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'État peut-il échapper au pire, ou est-ce que la crise ne fait que commencer? Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur j'aime, car la suite risque de vous surprendre encore plus. Numéro 7, New York. Et si l'un des plus anciens bastions laitiers des États-Unis était en train de vaciller, lentement mais sûrement? L'État de New York, célèbre pour son lait de qualité, ses fromages primés et ses yaourts réputés,
commencent à ressentir les effets directs du gel commercial imposé par le Canada. Et les premiers signes de tension ne sont plus si discrets. En ce début d'année 2025, la production laitière de l'État a dépassé les 1,36 milliards de livres. Mais voilà, sans la clientèle canadienne habituelle pour absorber une partie des volumes, les stocks s'accumulent à grande vitesse. Les transformateurs ralentissent leur cadence et certains éleveurs sont désormais priés de freiner leur production, une demande presque impensable il y a encore 12 mois. Pendant ce temps, les prix chutent, ce qui rogne des marges déjà très minces pour bon nombre de producteurs. Ce choc pourrait-il mettre en péril l'avenir des fermes familiales new-yorkaises ? Beaucoup reposent sur un équilibre fragile, des ventes régulières, des volumes stables. Or, avec la disparition brutale d'un client clé, ces exploitants se retrouvent face à des choix cornéliens. Réduire leurs troupeaux, s'endetter davantage, ou, dans les cas extrêmes, fermer définitivement. Mais la crise ne s'arrête pas à la ferme. C'est toute l'économie rurale du nord de l'État qui tremble. Les transporteurs de lait, les commerces qui vivent du secteur agricole, les villages bâtis autour de cette filière. Tous redoutent un ralentissement qui pourrait se transformer en crise. Les écoles locales, les budgets communautaires, déjà fragiles, commencent à sentir le contre-coup. Et que dire des usines spécialisées dans les produits haut de gamme destinés à l'export, comme les fromages fins ou les yaourts? Vont-elles devoir revoir entièrement leur chaîne de production? Ou risquent-elles, à terme, de fermer ou de licencier si les produits s'entassent sans preneur? Le système laitier de New York est-il en train de s'effondrer de l'intérieur? Ou reste-t-il une possibilité de redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard? Numéro 6, Texas. Et si la fulgurante croissance laitière du Texas devenait en 2025 sa propre faiblesse? Ces dernières années, le Lone Star State a grimpé en flèche dans le classement des producteurs de lait, devenant l'un des poids lourds du secteur. Mais cette dynamique vient tout juste de se heurter de plein fouet à l'arrêt brutal des échanges avec le Canada. Et le timing ne pourrait pas être plus mal choisi. L'an dernier, le Texas a enregistré la plus forte hausse de production parmi les 5 plus grands États laitiers. Des fermes flambant neuves ont vu le jour, les troupeaux se sont agrandis, et des millions ont été investis dans les infrastructures. Sauf qu'aujourd'hui, avec le marché canadien qui s'est volatilisé, l'industrie déborde de lait, sans plus savoir où l'envoyer. Les prix se sont effondrés, et les réserves financières des agriculteurs fondent à vue d'œil. Dans l'ouest texan, les usines de transformation doivent faire des choix difficiles, réduire les horaires, annuler des livraisons ou renvoyer du personnel. Des camions pleins de lait sont parfois redirigés, ou même refusés à la porte des sites de production. Certaines exploitations sont contraintes de jeter leurs marchandises, ou de la stocker à grands frais. Mais au-delà du secteur agricole, c'est tout l'écosystème économique rural qui s'en ressent. Les fournisseurs de nourriture pour bétail, les vétérinaires, les transporteurs et les vendeurs de matériel. Tous dépendent d'un secteur laitier en plein essor. Or aujourd'hui, ce boom ralentit dangereusement, et l'effet domino commence à se faire sentir. Des comtés entiers, qui profitaient jusqu'alors de cette croissance, pourraient maintenant glisser vers le déclin. Et que dire des agriculteurs qui ont misé gros sur l'avenir? Beaucoup ont contracté des prêts pour construire de nouveaux bâtiments ou acheter plus de bétail, convaincus que la demande allait rester forte. Sauf que désormais, sans accès au marché canadien, ces prévisions se sont effondrées. Comment rembourser les banques quand le prix du lait s'effondre? Le Texas risque-t-il une contraction brutale de son empire laitier? Un recul qui redéfinirait totalement sa place dans le paysage agricole américain? Dites-nous en commentaire, pensez-vous que le Texas peut rebondir? Ou bien assiste-t-on aux premières secousses d'un séisme bien plus vaste? On passe maintenant à l'état suivant. Numéro 5, Pennsylvanie. La Pennsylvanie, avec ses collines paisibles, est-elle prête à encaisser les secousses d'un effondrement agricole? Pendant des décennies, cet État a été l'un des piliers de la production laitière américaine. Des prairies verdoyantes, des exploitations familiales ancrées dans la tradition, un savoir-faire transmis de génération en génération. Mais depuis que le Canada a verrouillé l'accès à ses importations laitières, l'équilibre commence à vaciller. En août 2024, la production de lait en Pennsylvanie a chuté de 2%, et cette tendance ne semble pas prête à s'inverser. Les plus petites fermes ont du mal à joindre les deux bouts, alors que les coûts d'exploitation restent élevés et que les prix du lait dégringolent. Les coopératives, autrefois partenaires stables, limitent désormais les quantités qu'elles acceptent chaque semaine. Et les produits qui, autrefois, passaient la frontière nord sont désormais bloqués, entreposés dans des hangars ruraux où ils prennent la poussière. Combien de ces exploitations pourront tenir une année de plus dans ces conditions? La plupart d'entre elles ne visent pas la fortune, elles cherchent juste à vivre décemment et à transmettre leur héritage. Aujourd'hui, elles doivent abattre des vaches, reporter des investissements ou s'endetter davantage pour survivre. Mais une industrie peut-elle fonctionner en mode survie sur le long terme? Si on prend du recul, l'impact dépasse largement le secteur agricole.
À mesure que la demande ralentit, c'est toute la chaîne locale qui se délite. Les magasins d'alimentation animale, les fournisseurs de carburant, les vétérinaires, les saisonniers. Tous dépendent d'un secteur laitier dynamique. Et s'ils s'arrêtent, combien de commerces fermeront à leur tour? Que deviendront les écoles, les hôpitaux, les services publics dans ces comtés ruraux quand les fermes mettront la clé sous la porte? En Pennsylvanie, le lait fait vivre des communautés entières. Quand l'agriculture souffre, tout le monde trinque. Et au-delà du local, se pose une question stratégique. D'autres pays vont-ils se jeter sur la place laissée vacante par les exportations américaines au Canada? Et si la Pennsylvanie perd maintenant sa place dans le commerce international, combien de temps faudra-t-il pour la regagner? Sommes-nous en train d'assister, impuissants, au déclin progressif de l'héritage agricole de la Pennsylvanie? Numéro 4, le Michigan. Que se passe-t-il quand l'un des États les plus performants en matière de production laitière se retrouve à produire toujours plus, mais à vendre de moins en moins? C'est exactement ce que vit le Michigan. Cet État, réputé pour ses troupeaux très productifs et ses installations de transformation de pointe, est aujourd'hui pris dans une crise qu'il n'avait pas vu venir. Et les premiers signes de tension sont déjà bien visibles. De nombreux éleveurs rapportent une accumulation rapide de lait invendu. Les usines, de leur côté, commencent à ralentir les collectes, préférant honorer leurs plus gros contrats, laissant ainsi les plus petits producteurs dans l'incertitude. Le prix payé aux fermes, lui, a plongé. Et pour beaucoup, cela signifie que les comptes ne tiennent plus. Les remboursements de prêts deviennent plus difficiles, les marges disparaissent, et tous les projets d'agrandissement sont mis en pause. La grande question, c'est, est-ce que ce tournant pourrait faire vaciller les petites exploitations familiales qui ont pourtant fait du Michigan un modèle en matière d'innovation agricole? Ces fermes ont toujours misé sur la qualité et la régularité. Mais avec la fermeture soudaine du marché canadien, leur horizon s'est considérablement rétréci. Et lorsque les fromageries locales ne peuvent plus écouler leur gouda, cheddar ou yaourt de spécialité de l'autre côté de la frontière, tout s'en raie. Ces produits, qui partaient autrefois en quantité vers le nord, s'entassent maintenant dans les chambres froides. Et ce stockage, bien sûr, coûte cher. À un moment donné, quelqu'un devra payer. Et au-delà des fermes, c'est toute l'économie locale qui commence à sentir la pression. Les transporteurs réduisent leurs tournées, les moulins à fourrage enregistrent moins de commandes, même les écoles rurales et les petits restaurants qui dépendaient de cette chaîne commencent à ajuster leur budget. Comment relancer la machine quand tout repose sur la stabilité et que ton deuxième plus gros client ferme brutalement la porte? Avec la loi C-202 désormais en vigueur au Canada, rien ne laisse penser qu'un retour à la normale soit pour demain. Alors, quelle voie reste-t-il au Michigan? Faut-il viser de nouveaux marchés à l'étranger ou espérer un rebond intérieur? Les exploitations les plus performantes seront-elles assez solides pour tenir? Ou bien cette crise pourrait-elle même balayer les plus résistantes? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Le Michigan est-il au bord du gouffre, ou a-t-il encore une chance de rebondir? Numéro 3, la Caroline du Nord. Pourquoi les éleveurs de Caroline du Nord sont-ils soudain sur les nerfs, alors même que la production atteint des sommets? Sur le papier, l'État est un véritable géant de l'élevage, parmi les premiers producteurs de volailles et d'œufs du pays. Mais depuis l'entrée en vigueur du blocage commercial canadien, ses plus grands atouts sont en train de devenir ses plus gros handicaps. Des milliers de poulets et de dindes sont élevés chaque jour. Mais les commandes d'exportation qui donnaient un sens à ces chiffres se sont évaporées. Les entrepôts frigorifiques débordent, certaines usines approchent de leur capacité maximale. Les prix, eux, ont dégringolé, forçant les petits producteurs à vendre à perte pour simplement pouvoir continuer à fonctionner. Les producteurs d'œufs, eux aussi, sont frappés de plein fouet par un excédent qu'ils n'arrivent plus à écouler. Avant, le Canada offrait une soupape grâce à ses quotas d'importation. Ce levier n'existe plus. Les chaînes de production, qui tournaient jour et nuit pour satisfaire la demande internationale, sont désormais ralenties, voire arrêtées par moments. Certains sites parlent même de fermeture temporaire. Et ce n'est pas seulement un problème de ferme. C'est toute l'économie rurale qui vacille. Les éleveurs sous contrat, qui ont investi dans de nouveaux bâtiments ou des extensions de terrain sur la base de prévisions de croissance, se retrouvent piégés. Les prêts sont toujours là, mais les revenus ne suivent plus. Et cette tension dépasse largement les exploitations agricoles, fournisseurs d'aliments, couvoirs, transporteurs, réparateurs de matériel. Tous ressentent l'impact de cette crise. Car quand la filière avicole ralentit, tout ralentit. Alors pourquoi ce silence chez les décideurs locaux? Beaucoup savent que des communautés entières risquent un effondrement économique si rien ne change. Dans certains comtés, l'agriculture représente la colonne vertébrale de l'économie. Une secousse comme celle-là, et ce sont les services publics qui s'effondrent à leur tour. Écoles, hôpitaux, services sociaux. La Caroline du Nord peut-elle résister à cette pression?
Ou sommes-nous en train de voir les premières fissures d'un long déclin? Numéro 2, la Géorgie. Pourquoi l'industrie avicole de Géorgie, autrefois vantée comme un exemple de réussite nationale, se retrouve-t-elle aujourd'hui au bord du précipice? En 2024, l'État a élevé plus de 1,3 milliard de poulets de chair, un chiffre parmi les plus élevés du pays. Mais depuis que le Canada a fermé ses portes avec la loi C-202, cette gigantesque machine de production semble désormais trop grande pour sa propre survie. Les entrepôts frigorifiques sont pleins à craquer. Les exportations vers le Canada, qui permettaient autrefois d'écouler des tonnes de produits, se sont évaporées. Les poulets continuent d'arriver sur les chaînes, mais il n'y a plus de sortie. Les prix chutent. Certains producteurs sont payés une misère, quand ils sont payés tout court. Et les producteurs d'œufs ne sont pas en meilleure posture. Eux aussi voient leur stock grossir, sans déboucher en vue. Qui encaisse ce choc financier, quand des centaines de millions de volailles n'ont plus d'acheteurs? Les éleveurs sous contrat, qui ont bâti toute leur activité sur la filière avicole, voient leurs marges s'envoler. Et comme la majorité sont liés à de grands groupes de transformation, ils doivent produire à la cadence imposée, sans avoir leur mot à dire sur ce que deviennent leurs produits. Jusqu'à quand tiendront-ils? Dans les villes rurales de Géorgie, ces usines avicoles sont le cœur économique local. Elles emploient des milliers de personnes, financent les écoles via les taxes locales, soutiennent toute une chaîne d'activité. Mais maintenant, les horaires sont réduits, et les petits transformateurs ferment les uns après les autres. Et tous ceux qui ont récemment investi pour suivre la demande? Nouveaux équipements, extension de poulaillers, augmentation du volume d'aliments. Tous ces choix reposaient sur la croissance du marché international. Mais sans le Canada, cette croissance s'est écrasée. Les dettes, elles, n'ont pas disparu. Alors, quand un État aussi dominant dans un secteur commence à flancher, qu'est-ce que cela annonce pour le reste du pays? Est-ce un simple avertissement, ou bien la preuve que nous sommes déjà en plein cœur de la tempête? Numéro 1, l'Alabama. Que peut faire un État quand son pilier économique s'écroule sans prévenir? L'Alabama, l'un des plus gros producteurs de volailles des États-Unis, est aujourd'hui en pleine zone d'impact depuis que le Canada a mis fin à ses importations. Et les effets se font sentir à une vitesse fulgurante. En 2024, plus de 900 millions de poulets ont été abattus dans l'État. Mais désormais, l'industrie étouffe sous son propre poids. Les entrepôts frigorifiques sont pleins, certains frôlant même la saturation. Les prix de la volaille ont tellement baissé que certains producteurs vendent à perte. D'autres ne couvrent même plus leurs frais. Face à cette situation, plusieurs usines ont réduit leurs horaires. Et ce sont des milliers d'emplois qui se retrouvent en suspens. Les éleveurs, eux, ont bâti leur activité sur des perspectives d'exportation stables. Beaucoup ont emprunté pour se moderniser, acheter du matériel ou agrandir leur cheptel. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec trop de bêtes, des coûts d'alimentation en hausse et des acheteurs qui se retirent. Vendre au rabais? Réduire la production et risquer des sanctions de la part de leurs intégrateurs? Aucune option ne les protège sur le long terme. Et quand une industrie de cette envergure commence à ralentir, c'est tout l'écosystème qui souffre. Magasins d'aliments, garages, entreprises de transport, même les écoles qui comptaient sur les taxes agricoles doivent revoir leur budget à la baisse. Quand le pilier d'une économie à 40 milliards de dollars commence à se fissurer, on peut se demander ce qui vient ensuite. L'élevage en Alabama a toujours été un exemple d'efficacité, de volume, de rentabilité. Mais en 2025, cette fondation semble se fragiliser. Est-ce que les autorités vont agir à temps? Ou attendront-elles que la situation s'aggrave davantage? Combien de fermes devront encore fermer leurs portes avant qu'on décide de faire bouger les lignes? Le blocage commercial imposé par le Canada provoque déjà des remous à travers les États-Unis. Et ce que nous voyons là, ce n'est peut-être que le début. Selon vous, quel État risque le plus gros effondrement dans les mois à venir? Partagez votre avis en commentaire.